Bonjour à tous, bienvenue au Café Santé. Aujourd'hui, je reçois David. David qui a un profil très intéressant, qui fait beaucoup de choses, dont féroce, dont on va parler tout à l'heure. On va parler de tout ce qui est viande rouge. Donc, on va parler type d'élevage, comment on peut élever en fait le bétail pour que la viande soit de meilleure qualité. Tout ce qui est aussi aliments oubliés, donc les abats. Typiquement, on parlera du suif de bœuf, on parlera du bouillon d'os, plein de choses qu'on a un peu moins l'habitude de consommer. Les profils lipidiques de la viande, on va parler de beaucoup de choses sur la viande rouge. Tous ceux qui sont intéressés par la viande rouge seront au bon endroit. David, tu pourrais déjà te présenter succinctement et m'expliquer un peu ce que tu fais. Bien sûr, écoute, tu l'as dit, je m'appelle David, je suis passionné par l'exploration du potentiel humain. Donc j'ai lancé un podcast il y a 5 ans afin de rencontrer des athlètes, des entrepreneurs, des scientifiques, des médecins pour comprendre un peu quels étaient les déterminants de la performance humaine, qu'elle soit intellectuelle ou physique. Et ce podcast s'appelle Limitless Project. Et un constat qui a été fait par beaucoup de mes invités, c'est que nos populations modernes sont de plus en plus carencées en micronutriments, c'est-à-dire en vitamines et minéraux. Et c'est ce qui m'a donné l'idée de lancer Féroce. Féroce qui commercialise notamment un steak haché composé à 80% de viande de bœuf et à 20% d'abats, notamment du foie et du cœur, le foie étant l'aliment le plus nutritif de la planète. Donc, je suis entrepreneur, podcasteur, père de famille, j'ai 2 petites filles et puis je m'amuse à faire un petit peu de sport, notamment des ultra-trails en autonomie dans des endroits extrêmes comme le désert, le cercle polaire arctique, la jungle ou la haute altitude. Super, écoute, merci beaucoup. Vous l'aurez compris, David est très complet et a un profil très intéressant, c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Pour commencer, donc on va parler déjà du mode d'élevage, je pense que c'est le pilier quand même pour la viande rouge. Et comme tu as monté Féroce, tu as une très bonne idée de qu'est-ce qui est important dans l'élevage. Est-ce qu'on peut commencer peut-être pour démystifier? On a d'un côté l'élevage qui est plus industriel, d'un côté l'élevage qui est plus en pâturage, plus naturel. C'est quoi les vraies différences entre ces 2 modes d'élevage? Effectivement, comme tu le dis, tu sais, la viande rouge, elle est quand même diabolisée depuis des décennies. Moi-même, alors que je suis passionné par la nutrition, pendant longtemps, j'ai cru qu'elle était potentiellement néfaste et que les meilleures sources de vitamines et de minéraux étaient les fruits et les légumes. En réalité, lorsque tu fais des analyses nutritionnelles comparatives, tu t'aperçois que la viande rouge est l'un des aliments les plus riches en vitamines et minéraux, notamment toutes les vitamines du groupe B, la vitamine A, des minéraux comme le zinc, le fer, dans des formes en plus beaucoup plus biodisponibles et bioassimilables pour l'organisme. Et par ailleurs, les critiques à son égard, notamment liées à leur teneur en acides gras saturés, sont relativement infondées. La plupart des études récentes montrent que ce sont plutôt les glucides raffinés qui posent des problèmes cardiovasculaires et non l'apport de graisse saturée. Malgré tout, lorsqu'on parle de viande rouge et de bœuf notamment, quand tu vas en grande surface, tout s'appelle bœuf. Mais en réalité, il y a une différence drastique entre du bœuf conventionnel, c'est-à-dire nourri avec du maïs et des tourteaux de soja, donc nourri aux céréales, et du bœuf élevé en plein air, en pâturage, qui broute de l'herbe. Ces 2 viandes vont avoir un profil d'acides gras radicalement différent, avec un impact opposé presque sur la santé. Le bœuf conventionnel, il va manger, comme je l'ai dit, du maïs et des tourteaux de soja, qui sont riches en oméga 6, en acides gras polyinsaturés oméga 6, qui ont tendance à être pro-inflammatoires. Donc, ils viennent s'ajouter à un terrain qui est déjà déséquilibré dans notre alimentation, parce qu'on consomme beaucoup trop d'huile de graines, d'huile de tournesol, d'huile de colza, etc. Et notamment dans les produits transformés, ultra-transformés, les industriels utilisent de façon trop importante ces huiles qui vont apporter des oméga 6 et créer ce terrain justement pro-inflammatoire. Or, l'inflammation de bas grade, c'est vraiment ce qui fonde un terrain fertile pour les maladies métaboliques et pour la plupart des maladies de civilisation que sont le diabète, le cancer, etc. Donc, on comprend bien que lorsqu'on mange un bœuf qui a été nourri aux céréales, potentiellement, on aggrave un déséquilibre qui existait déjà à l'intérieur de notre corps. À l'inverse, le bœuf qui est nourri à l'herbe est beaucoup plus riche en oméga 3. C'est-à-dire que sur du bœuf conventionnel, on va avoir un rapport oméga 3, oméga 6 de 1 pour 15, tandis que sur du bœuf nourri à l'herbe, on va être sur un rapport de 1 pour 2, ce qui est un ratio proche de l'idéal pour la santé humaine. Donc, les oméga 3 ont une action qui est plutôt anti-inflammatoire, qui vont venir s'opposer à ces oméga 6 et donc favoriser un terrain qui est plus équilibré. Donc, on comprend bien que déjà,
les deux s'appellent bœuf. Dans les deux cas, on a mangé du bœuf. Mais d'un côté, on a une viande qui aurait été pro-inflammatoire. De l'autre côté, on aura une viande qui aurait été neutre, voire bénéfique. En plus de toutes les vitamines et minéraux qu'elle apporte. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde, puisqu'on parle de vitamines et minéraux, de ces micronutriments, eh bien, lorsqu'on compare les analyses d'une viande conventionnelle par rapport à une viande nourrie à l'herbe, on s'aperçoit qu'elle est d'une part plus riche en oméga 3, mais aussi plus riche en niacine, qui est une vitamine du groupe B, qu'elle a des facteurs métaboliques, des facteurs de stress plus bas, des composés phytochimiques, c'est-à-dire des antioxydants et des polyphénols beaucoup plus importants, et également une teneur en CLA. C'est un acide gras qui est peu connu, mais qui est de plus en plus étudié par la science pour ses vertus anticancéreux, cardioprotecteurs, qui permet aussi potentiellement de perdre du poids, de se préserver un peu du diabète, etc., parce qu'il améliore la sensibilité à l'insuline. Et c'est assez amusant de constater que cette viande, justement nourrie à l'herbe, est 4 fois plus riche en CLA, et que ce CLA te protège des maladies dont la viande rouge traditionnelle est parfois accusée d'être responsable. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, tout à fait, ouais. Oui, parce qu'on a aussi tout un panel d'antibiotiques, je pense, qui est utilisé dans l'élevage industriel, qu'on retrouvera bien sûr pas dans l'élevage en pâturage. Ouais, tout à fait, tu as raison. En fait, déjà, toute la philosophie est différente. Les éleveurs qui choisissent ces pratiques d'élevage à l'herbe, choisissent généralement des races de vaches qui sont beaucoup plus rustiques, donc qui vont être un peu plus ancestrales, parce qu'elles ont une santé qui est plus robuste, et donc elles vont pouvoir passer plus de temps dehors sans avoir de problème. En réalité, dans l'élevage conventionnel, on va plutôt favoriser des races hybridées qui vont avoir la capacité de créer beaucoup de muscles, et donc un ratio, une rentabilité plus importante pour l'industriel, pour l'éleveur. Mais toute cette masse musculaire crée de l'inflammation au sein de l'animal, leur pose des problèmes respiratoires, leur pose des problèmes de dos, etc. Et donc, c'est mauvais pour le bien-être animal, mais c'est évidemment mauvais pour la viande qui génère, et donc pour la santé humaine. Et cette viande qui est nourrie à l'herbe, donc ces vaches rustiques, naturellement, comme elles sont plus robustes, eh bien, il y a beaucoup moins besoin de traitements antibiotiques, de vaccination, etc. Ouais, tout à fait. Puis on n'a pas trop parlé de la créatine aussi, mais les taux de créatine ont beaucoup baissé dans la viande rouge sur ces dernières années. Est-ce que tu as des infos par rapport à ça ou pas trop ? Alors, par rapport à la créatine, de façon spécifique, pas réellement, je ne peux pas donner de pourcentage. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que en réalité, on fait le même constat entre la viande et les végétaux. C'est-à-dire que les sols sont de plus en plus pauvres en micronutriments. Ces micronutriments permettent aux végétaux de pousser, donc potentiellement aux fruits, aux légumes, etc., d'avoir des bénéfices pour la santé. Et donc, une pomme, par exemple, d'aujourd'hui, je ne sais plus, elle a 100 fois moins de vitamine C qu'une pomme de 1950. Il y a des stats comme ça qui sont assez hallucinantes. Et en fait, on observe la même chose chez les bovins, et puis de manière générale chez tous les élevages animaux. Où on voit les taux de fer, etc., diminuer. Donc là, tu parlais du profil d'acides aminés, et notamment de la créatine. Eh bien, tout ça suit un petit peu la même tendance. Les vitamines et les minéraux aussi ont tendance à diminuer, tout simplement parce que ces animaux se nourrissent. Et en fait, tous les bienfaits, toute la teneur en protéines de qualité, etc., sont liés à ce que l'animal a capté des végétaux, a métabolisé, et après nous le transfère. Donc en fait, la chaîne, c'est les végétaux se nourrissent du sol pour avoir des vitamines, des minéraux, etc. Les animaux les mangent, les métabolisent, etc. En font des oméga 3, des protéines de qualité, machin. Et nous, après, on mange et on récupère tout ça. Donc, on est vraiment le reflet de toute la chaîne, en réalité. Et donc malheureusement, cette chaîne, elle diminue quoi qu'il en soit. Par contre, on remarque quand même qu'un animal qui mange une diversité de végétaux sauvages dans un environnement de pâturage a, comme je le disais, un équilibre de son profil d'acide gras, une quantité de vitamines et de minéraux, mais aussi un aminogramme de son profil de protéines qui est beaucoup plus complet et beaucoup plus grand qu'un bœuf conventionnel qui va être seulement nourri au tourteau de soja et au maïs. Ouais, donc vraiment, le sol, ça compte aussi. Enfin, je sais pas la définition du pâturage, mais si tu fais un pâturage à l'engrais, bien sûr, ça va pas être mieux en fait. Et c'est intéressant ce que tu dis par rapport à ça, parce qu'il y a aussi tout un impact environnemental. Souvent, l'élevage est accusé d'aggraver le réchauffement climatique, de poser des problèmes environnementaux. En réalité, le mode d'élevage en pâturage a un bilan carbone positif. C'est-à-dire qu'un hectare
d'élevage comme ça à l'herbe permet de séquestrer 80 tonnes de CO2 à l'hectare. Parce que, en fait, les vaches, elles vont brouter de l'herbe, elles vont stimuler la pousse, etc. Elles vont, tu parlais d'engrais, elles vont chier et leur bouse va nourrir le sol. Et donc, tout ça, ça participe à une bonne vie du sol, à la séquestration du carbone, à la protection contre l'érosion. Il y a aussi des haies sauvages qui sont des véritables corridors pour la biodiversité et qui vivent de façon biodynamique en fait avec l'élevage. C'est-à-dire qu'elles vont avoir des avantages propres pour l'environnement, comme le fait d'abriter des insectes pollinisateurs, etc. Mais elles vont aussi fournir toute une pharmacopée pour la vache. Et donc, par exemple, les éleveurs voient les vaches, quand elles ont des douleurs ou des choses comme ça, aller manger un peu de feuilles de saule parce que ça agit comme antidouleur naturel. Elles vont plutôt aller manger tel autre truc quand elles ont des petits soucis digestifs. En fait, il y a une vraie intelligence de la nature lorsque tu fais les choses de façon, entre guillemets, ancestrale et en respect avec cette biodynamique. Eh bien, les animaux, en fait, ont un instinct, une intelligence de leur propre santé, ce qui fait que comme je le disais, tu vois, il n'y a quasiment aucun traitement vétérinaire. Les vaches, elles sont en pleine santé. Moi, quand je vais visiter des élevages pour féroces, en fait, la première fois que j'y étais, parce que c'est un métier que je découvre, tu vois. Moi, je suis plutôt citadin, entrepreneur, tu vois. Et donc, je ne connaissais pas ce monde vraiment de l'agriculture. Et donc, j'ai mis des bottes, j'ai été les voir de moi-même, de mes yeux. Et j'étais profondément touché déjà par le respect et l'amour que les éleveurs ont envers leurs animaux, tu vois. Et puis, j'ai vu des vaches, mais super énergiques, quoi. Tu les voyais courir, etc., en troupeau. Franchement, elles étaient vachement dynamiques. Alors, il y en a un, il fait pousser des pommiers, des pommes à cidre, pour faire du vinaigre de cidre dans ses parcelles. Et j'ai vu une vache en équilibre sur deux pattes, en train de manger des pommes qui étaient peut-être à 2 mètres de hauteur, alors que la vache, elle fait 500 kilos. Hein. Donc, tu vois qu'en fait, elle a une santé osseuse, une santé musculaire, une vigueur, etc., qui n'a rien à voir avec une vache élevée en batterie, etc. Donc, c'est vraiment impressionnant de voir ça. Ouais, ça doit être assez exceptionnel. Et même, les vaches sont dans leur environnement naturel, donc elles ont aussi peut-être pas ce stress que les vaches d'élevage industriel peuvent avoir. Et je pense que tu pourras nous dire sur la qualité de la viande en termes de comment tu dis ça, la dureté. Tout à fait. Je pense qu'il y a une vraie différence à ce niveau-là aussi. En fait, en termes de qualité organoleptique, on appelle ça une vache fiévreuse, quand c'est une vache qui justement a été stressée, et donc ça rend effectivement la viande beaucoup plus ferme. Et on pourrait aussi s'interroger sur sa qualité même d'un point de vue santé, parce que potentiellement, il va y avoir des métabolites dedans liés à cette sécrétion de stress. Et aux hormones liées, tu vois, le cortisol, etc., qui peuvent potentiellement être néfastes. Et donc effectivement, on n'a pas de bêtes fiévreuses dans ces écosystèmes. Et donc là, en l'occurrence, les éleveurs avec lesquels on travaille, en fait, on parle de pâturage rotatif. C'est-à-dire que les vaches, elles vont rester 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines sur une parcelle qui est très très grande. Hein. Franchement, elles sont immenses. Et après, elle va passer à une autre et ainsi de suite. Comme ça permet au sol de se régénérer à chaque fois entre chaque parcelle. Et d'ailleurs, petite parenthèse, ce sol, c'est pas juste de l'herbe. C'est un mélange d'herbes, de légumineuses, enfin de plein de variétés différentes d'herbes, entre guillemets, même si pour nous, visuellement, ça ressemble à de l'herbe. Mais tout ça apporte des teneurs en minéraux, etc., qui sont variées et qui permet vraiment d'avoir un profil extrêmement riche dans l'alimentation des vaches. Et donc, elles sont habituées comme ça à être déplacées. Et parfois, la parcelle peut être un petit peu plus éloignée. Elles ne sont pas toujours attenantes. Donc, tu es obligé d'utiliser une remorque pour transporter les vaches. Et en réalité, comme toute leur vie, elles ont été comme ça déplacées régulièrement. Eh bien, la remorque, qui normalement est un facteur stressant pour elles, ne l'est plus parce que pour elle, c'est simplement qu'elle va changer de parcelle. En plus de quoi, l'éleveur accompagne lui-même ses animaux jusqu'à l'abattoir. Il choisit un abattoir qui est proche de chez lui de telle sorte à minimiser la durée du trajet et d'être d'être à la première heure de la journée pour ne pas qu'il y ait d'attente. Alors, malgré tout, tu vois, le fait de tuer un animal, etc., on peut avoir un côté empathique et puis trouver ça triste. D'un autre côté, je trouve que c'est quand même beau de le faire dans le respect, en minimisant au maximum le stress de l'animal. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que je pense que la responsabilité de l'éleveur, c'est d'offrir les meilleures qualités de vie possibles à ses animaux. Et la responsabilité du boucher ou des filières qui vont suivre, c'est d'honorer son sacrifice en valorisant chaque morceau. Ouais, ça me fait un bon pivot parce qu'en fait, maintenant, on va parler un peu de ces aliments qu'on a délaissés depuis ces dernières années. Donc, tout ce qui est à bas, je pense, c'est bombe de nutriments qu'on a beaucoup moins l'habitude de manger. Donc,
Toi, tu les intègres justement à ta viande hachée pour que on puisse nous les réintégrer après dans notre quotidien. Et ça se passe comment? Enfin, comment tu sélectionnes? Comment tu les haches en petits morceaux? Tu les rajoutes? Enfin, explique-nous un peu le process. Alors, d'abord, tu vois, comme je le disais tout à l'heure, j'ai reçu vraiment beaucoup de nutritionnistes, de médecins, etc. Et ils sont vraiment alarmés par la carence massive de la population générale. Pendant un temps, on pensait que c'était seulement les sportifs, que les sportifs avaient besoin de se complémenter parce qu'ils avaient une demande beaucoup plus importante de leur corps qui nécessitait et qui fondait leurs besoins plus élevés en vitamines et minéraux. Mais en réalité, après, on s'est aperçu que c'était aussi le cas des femmes enceintes, des personnes âgées, des enfants, etc. Et maintenant, en fait, on s'aperçoit que même la population générale, probablement à cause de ce que je disais plus tôt, l'appauvrissement des sols, les aliments qui sont de plus en plus pauvres, la consommation accrue de produits ultra transformés qui sont en réalité des calories vides, les dysbioses intestinales qui diminuent les capacités d'absorption de ces micronutriments, le stress chronique qui augmente nos besoins. Donc, on sait que les sportifs, ils ont des besoins accrus parce que le sport est un stress, même si, entre guillemets, c'est un stress positif. Mais le stress chronique, parce que tu es stressé dans ta vie, par ta fiche de paye, par que sais-je, eh bien, tout ça, ça augmente aussi tes besoins, tu vois, en tous ces micronutriments. Et donc, face à ce constat-là, il y a un chercheur américain assez connu qui s'appelle Tibel, qui a mené une étude en essayant de classer les aliments selon leur densité nutritionnelle, avec l'idée sous-jacente que en faisant ce listing-là, il permettrait d'aider la population américaine notamment à couvrir plus facilement leurs besoins en micronutriments essentiels. Et donc, il les a tous classés comme ça. Et donc, il a pris quelques micronutriments qui lui semblent essentiels, notamment la vitamine A, la vitamine B12, le zinc, etc. Et donc, il a regardé quelle quantité d'un aliment était nécessaire pour atteindre les AJR, donc les besoins journaliers de ce groupe de nutriments essentiels. Et donc, tu as un joli diagramme. Et tout en haut, tu as le foie de bœuf. Il suffit de 7 grammes de foie de bœuf pour couvrir la plupart de nos besoins en micronutriments. À titre de comparaison, je parlais tout à l'heure des produits ultra transformés, qui sont des calories vides. Il faudrait manger 1,9 kg de ces produits-là pour atteindre les mêmes concentrations. Tu te rends compte? 1,9 kg avec des céréales raffinées. Pour 7 grammes de foie de bœuf. Pour 7 grammes de foie de bœuf. Ouais. Tu te rends compte quand même du truc, hein? Ah, c'est impressionnant. Et quand tu te dis qu'aujourd'hui, entre 50 et 70% de nos calories viennent des produits ultra transformés, tu comprends assez facilement d'où vient le problème. Le problème, c'est que qui a envie de manger du foie de bœuf? Pour la plupart des gens, même si ma grand-mère adorait ça, ma génération, elle en a pas envie. Moi, j'ai jamais mangé d'abat avec mes parents et tu vois, si une fois il y avait de la langue de bœuf à la cantine, j'en mangeais pas. Tu vois, déjà psychologiquement, tu as déjà des barrières, etc. T'as pas envie d'en manger, quoi. C'est pas glamour, ça donne pas envie. Et puis un jour, j'ai eu l'idée, je me suis dit, bah attends, s'il suffit que de 7 grammes pour couvrir nos besoins, je vais les cacher dans un steak haché. Comme ça, les gens, ils verront pas la différence. Ça fera un steak bouché, gourmand, délicieux comme tu as l'habitude de manger, mais en même temps, avec la densité micronutritionnelle 10 fois plus importante, quoi. Et alors, comment je le fais? Eh ben, j'ai pas eu autant de courage que toi. Tu me disais que tu avais essayé de confectionner toi-même du bouillon d'os, etc. J'ai pas fait ma propre ligne de production parce qu'il y a quand même des contraintes sanitaires qui sont quand même très très importante avec la manipulation de produits d'origine animale et encore plus avec les abats. Donc, je travaille avec un atelier de transformation. Donc, moi, j'achète les animaux directement à l'éleveur. Ils sont abattus, donc je récupère la carcasse. Et donc, mon objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de valoriser vraiment chaque partie. Donc, je vais récupérer d'un côté la graisse pour faire mon suif de bœuf, les os pour faire du bouillon d'os, la viande pour faire soit les hachés, et je vends aussi des pièces bouchères comme des entrecôtes, du faux filet, etc. Et puis, les abats, comme le foie, le cœur, pour justement faire les fameux hachés féroces. Et donc, ils arrivent dans mon atelier de transformation, qui est un atelier de découpe. Donc, c'est des bouchers, en réalité, qui découpent comme ça les morceaux. Pour faire les hachés, qui vont choisir des morceaux, pas mal de morceaux de l'animal. Il y a peut-être 80% de la viande, du muscle de l'animal, donc tout ce qui n'est pas entrecôte, faux filet, qui est utilisé pour les hachés. Qui va aussi ajouter un petit peu de graisse pour avoir justement ce juste équilibre, tu vois, entre viande type musculaire et puis viande graisseuse. Et ça, c'est vraiment l'expertise et l'œil du boucher qui va être capable de jouer un petit peu comme ça à l'alchimiste ou au cuisinier pour trouver les bonnes proportions de chaque partie pour avoir quelque chose qui, sur le plan organoleptique, donc en termes de goût, et sur le plan nutritif, soit optimal. Et là-dedans, on ajoute effectivement le foie, le cœur. Donc le foie à hauteur de 15%, le cœur à hauteur de 5%. Le foie, comme je disais, c'est vraiment
l'organe le plus riche en micronutriments. Mais le cœur, qui est un muscle, a des avantages différents et assez uniques, qui concentre la coenzyme Q10. Donc, c'est l'une des seules sources alimentaires vraiment riches en coenzyme Q10, qui est un antioxydant majeur et qui est utilisé notamment pas mal dans la production d'énergie. D'ailleurs, on comprend bien pourquoi est-ce qu'elle se concentre dans le cœur. Le cœur, c'est peut-être le seul organe le seul muscle qui doit toujours fonctionner. C'est le seul muscle qui ne peut pas s'arrêter, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'il est extrêmement riche en cette enzyme qui est fondamentale dans la production d'énergie de nos cellules. Donc, on met 15% de foie, 5% de cœur. Tout ça est haché, etc. Et puis, dans une chambre blanche. Une chambre blanche, c'est un endroit où, tu vois, tout le monde a des masques, des charlottes, une tenue spécifique, etc. pour être bien certain qu'il n'y ait aucune contamination possible bactérienne. La température, elle est aussi contrôlée. Et tu as les hachés comme ça qui sont finis. Et après, on les plonge dans une cellule de surgélation professionnelle. Et là, il y a une différence qui est vraiment drastique entre la surgélation professionnelle vs de la congélation à domicile. Tu as peut-être déjà fait l'expérience de mettre un morceau de bœuf au congélo, de sortir après. Il devient tout sec. Il est pas bon, tu vois, quand tu le décongèles, etc. C'est vraiment pas terrible. La surgélation professionnelle, en fait, c'est une cellule qui est à moins 50 degrés, qui permet une descente en température très rapide et qui va éviter la formation de gros cristaux de glace. Ces gros cristaux de glace que tu aurais avec une congélation à domicile, lors de la décongélation, percent les matrices cellulaires et fait que, en fait, tout le sang, etc. Ouais, tu as beaucoup d'eau qui ressort. Ouais. Et donc, tu perds en goût, mais aussi en qualité nutritive. Tandis que nous, étant donné que ces cristaux vont être tout petits, ils ne vont pas percer ces membranes cellulaires, donc on préserve vraiment la matrice cellulaire qui joue un rôle vraiment fondamental à la fois dans le goût, mais aussi dans la capacité d'assimiler tous ces nutriments. Et donc, comme ça, on a nos morceaux qui sont surgelés et qui sont stockés. On vient de développer là un nouveau packaging 100% sans plastique, donc avec une espèce de craft. Donc ça, c'est vraiment super pour ne pas avoir de plastique. Et puis, on effectue des tests pour vérifier qu'il n'y a pas de contamination bactérienne. On fait nos propres tests de profil d'acide gras, d'analyse micro et macronutritionnelle, absence de pesticides, absence de résidus médicamenteux et absence de métaux lourds. Pourquoi ? Parce qu'on essaie de dire qu'on a essayé de concevoir l'aliment le plus nutritif pour la santé humaine. C'est pas pour en plus apporter des tas de polluants qui risquaient de nous nuire. Évidemment, ouais. Et puis après, tu me parlais du foie, du cœur. On a typiquement les rognons qui sont aussi assez intéressants, ou la cervelle, où il y a beaucoup de DHA, qui est un des composants de l'oméga 3. C'est pour une autre version plus tard, ou vous voulez les intégrer aussi ? Alors, les rognons, effectivement, en fait, c'est marrant parce que chaque abat a un peu ses grands avantages. Tu vois, je parlais du cœur avec la coenzyme Q10. Le foie, c'est hyper riche en vitamines du groupe B, donc toutes les vitamines du groupe B, notamment en B12. B12 qui est assez abondant dans les produits d'origine animale et pourtant qui est massivement carencé quand même dans la population. Et toutes les vitamines du groupe B sont vraiment hyper importantes dans tous les mécanismes liés au métabolisme des glucides, des lipides, de la production d'énergie, du système immunitaire. Ça rentre vraiment dans absolument toutes les cascades métaboliques du corps, donc elles sont vraiment fondamentales. Donc on a donc ce complexe de vitamine B, parce qu'on a un petit peu tout le spectre, c'est ça qui est intéressant. On a de la vitamine A sous forme de rétinol, qui est la forme la plus biodisponible, on va dire, qui est déjà la forme activée, comparée à la vitamine A qui vient notamment des bêta-carotènes dans les végétaux et qui va nécessiter des conversions pour être exploitée. Et donc ça, la vitamine A qui sert au système immunitaire aussi, mais à la santé de la peau, à la vision. On a du zinc, et ce zinc-là, donc le zinc, c'est hyper important pour les hormones thyroïdiennes, mais aussi le système immunitaire. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est du zinc, cette forme animale. Elle est très biodisponible, mais en plus, elle facilite et elle améliore l'absorption de toutes les autres formes de zinc. Donc aussi du zinc végétal. Donc normalement, le zinc végétal, il est mal absorbé, mais si à côté, tu as du zinc sous forme animale, eh bien, il va potentialiser, catalyser l'absorption des autres formes de zinc. Donc tu as zinc, tu as le fer, etc. Donc ça, c'est plutôt pour la partie foie, donc le cœur, on l'a dit. Et donc les rognons, ils vont être riches en sélénium. Le sélénium qui est un antioxydant hyper puissant et qui rentre avec l'iode et le zinc dans les cofacteurs liés aux hormones thyroïdiennes. Donc effectivement, c'est intéressant. Pour l'instant, on ne les utilise pas parce que dans notre haché, on a fait des tests et en termes de tenue, de goût, de cuisson, ce n'est pas terrible. Mais on est en train d'essayer de développer des boulettes de bœuf qui vont être composées de viande de bœuf et de rognons. Donc il y aura juste ces deux aliments-là. Et la cervelle, alors la cervelle, c'est très très intéressant, mais c'est très compliqué à
très compliqué à utiliser, à gérer, etc. Parce que ça a une texture gélatineuse, etc. Enfin, en termes de cuisson. Donc, pour l'instant, on n'est pas capable de la cacher comme ça. Par contre, on travaille sur l'idée de la moutarde moelleuse, qui est une moutarde avec adjonction de comment dire, de moelle osseuse. Donc la moelle osseuse, tu sais, quand tu la fais fondre, en fait, c'est assez riche en gras, en fait, et puis ça te fait un liquide, tu vois. Et donc plutôt que donc dans notre moutarde, on fait de la moutarde à l'ancienne, et puis on ajoute ça dedans. Mais bon, c'est encore en développement, donc pour l'instant, c'est pas terminé. Ouais, c'est toutes des belles idées, mais c'est aussi compliqué de traiter ces entre guillemets déchets viande. Je sais que tout ce qui touche à la moelle épinière, tu dois faire quand même très attention. Bah, nous, pour de les toute façon, on histoires de fait vaches tout. folles et Ouais, tout ça. bah, de Ouais. toute façon, nous, on fait des tests. On fait des tests systématiques en labo. Tous nos produits sont testés. Et d'ailleurs, sur les étiquettes de nos produits, tu as un QR code. Quand tu le scannes, tu arrives sur une visite immersive de l'élevage, une interview de l'éleveur, et puis toutes les analyses en labo qu'on a faites sur ce lot-là. Donc, tu sais exactement ce que tu es en train de manger, quoi. Bah, du coup, ça me fait aussi. Enfin, on a parlé un peu des aliments oubliés en termes d'abat, mais il y a d'autres préparations. Tu as mentionné le bouillon d'os tout à l'heure. Ça, tu le proposes aussi? Alors, le bouillon d'os, pour être honnête, il est en développement. On ne l'a pas encore terminé parce que j'aimerais bien avoir une version concentrée, c'est-à-dire qu'avec un seul pot, tu puisses faire une quarantaine de bouillons, tu vois, parce que sinon, je trouve que c'est hors de prix. C'est vendu 10 € le petit pot de 200 ml, 300 ml. Et en fait, pour avoir des bienfaits, il faudrait en prendre tous les jours. Donc, qui peut dépenser 10 € par jour dans son bouillon? Donc, pour l'instant, les tests que j'ai faits ne sont pas concluants. Néanmoins, je pense que nos auditeurs peuvent s'amuser à le faire eux-mêmes. Moi, ce que je fais depuis plusieurs années, c'est que lorsque je consomme du poulet, je garde les carcasses au congélateur. Et lorsque j'ai 3-4 carcasses tu vois, de poulet au congèle, je les mets dans une grande marmite avec de l'eau filtrée, du vinaigre de cidre. Donc, tu peux mettre 3 cuillères à soupe, on va dire, de vinaigre de cidre. Éventuellement, quelques aromates, tu vois, un peu d'herbe de Provence. Et tu laisses mijoter ça à feu très doux. Il faut faire attention que ce soit vraiment des petits bouillons parce que si c'est des gros bouillons, il y a plusieurs composés bénéfiques qui vont être qui vont changer de forme, on va dire, et qui vont être beaucoup moins assimilables par l'organisme. Donc vraiment petit bouillon et très longtemps, idéalement une vingtaine d'heures. Moi, ce que je fais, c'est qu'en général, je prépare le soir, je le laisse toute la nuit et puis le lendemain midi seulement, je le filtre. Donc tu prends juste n'importe quel un chinois ou un truc comme ça, tu vois, tu le filtres. Et puis après, je le mets dans des bacs à glaçons. Et comme ça me fait plein de petits glaçons de bouillon d'os de poulet. Et ça, soit tu le décongèles et tu le bois tel quel, tu peux rajouter un petit peu de sel, ça te fait un délicieux bouillon comme une soupe, tu vois. Soit tu en ajoutes dans des soupes d'ailleurs. Tu peux, si tu manges des céréales, genre du riz, du sarrasin ou ce genre de choses, t'en mets dedans avec l'eau et ça va donner du goût, en plus d'avoir plein de choses bénéfiques, on pourra en reparler de ce qu'il y a dedans. Voilà, tu peux faire des sauces, tu vois, avec un peu de tamari, un peu d'huile d'olive par exemple, ça te fait une sauce super bonne, mais justement qui va très bien avec le poulet ou avec de la viande ou avec nos hachés féroces, justement, tu vois, une super sauce avec les hachés féroces. Tu fais une échalote à la vapeur, tu mets un peu d'huile d'olive, un peu de tamari et puis éventuellement un petit bouillon d'os comme ça, tu mets ça dessus, mais c'est hyper simple et c'est hyper bon. Et donc voilà, et donc c'est super facile à faire soi-même. Et donc le bouillon d'os, c'est super intéressant parce que ça apporte du collagène notamment, des minéraux, etc. Mais surtout de la glycine. La glycine, c'est un acide aminé qui est semi-essentiel. C'est-à-dire que le corps est normalement capable d'en produire par lui-même. Sauf que le corps, il va en produire à peu près 2,5 grammes par jour. Si tu rajoutes les apports alimentaires, tu as peut-être 1 ou 2 grammes dans l'alimentation, tu es à 4,5. Sauf que la glycine, c'est vraiment le précurseur du collagène. Donc, et le collagène, c'est la protéine la plus abondante du corps, celle qui permet de faire tous les cartilages, les articulations, la peau. Elle est vraiment omniprésente, quoi, et hyper importante. Elle rentre dans la construction de tout, quoi. Donc toute la régénération des tissus, en fait, est liée à cette capacité du corps à faire du collagène. Et donc la glycine qui en est le précurseur, donc je disais à peu près 4 grammes par jour, les experts disent qu'on en aurait besoin de 12 grammes par jour. Ce qui veut dire qu'on est absolument tous carencés en glycine. Il y a vraiment plein d'avantages à la supplémentation en glycine. Là, je ne parle même pas de bouillon d'os, même en termes de suppléments alimentaires, tu vois, liés à la qualité de la muqueuse intestinale, au sommeil, à la récupération, etc. Et donc, voilà, donc je pense que le bouillon d'os, c'est vraiment un petit truc simple que tu peux faire, qui peut améliorer notamment justement toute cette santé digestive. On parlait tout à l'heure de dysbiose et qui diminuait la capacité à absorber les micronutriments. Eh bien, le bouillon d'os, c'est vraiment quelque chose qui participe à restaurer, on va dire, cet écosystème. Je dis qui participe, hein, c'est bien sûr pas le remède miracle qui va tout changer, mais ça y participe. Et franchement, enfin voilà, t'as des poulets et tout, c'est quand même dommage de jeter les os. Et en plus, c'est super bon.
Ouais, disons que c'est mieux de faire un fond de sauce avec un bouillon comme ça d'os que de mettre ces cubes peut-être tout prêt, Ah oui, bien cubes, évidemment. c'est une horreur, hein. Mhm. C'est dramatique. Faut C'est jamais... sûrement plein d'excipients aussi. Ouais. Ouais. Ouais, c'est des produits ultra transformés, bourrés de sel, avec plein d'exhausteurs de goût, etc., d'émulsifiants. Enfin, c'est mortel, ces trucs. C'est juste pas comparable, ouais. Pour l'avoir fait, nous, ils nous proposaient plutôt de prendre du broutard, donc c'est des vaches qui sont plus jeunes, qui sont pas au stade veau, mais entre les deux, on va dire. Parce que, typiquement, dans les articulations, elles avaient plus de ce collagène et on pouvait en extraire plus dans notre bouillon d'os. Est-ce que toi, tu as déjà entendu cette théorie ou pas forcément? Alors nous, dans nos élevages comme ça en pâturage, la reproduction elle se fait de façon naturelle, c'est-à-dire qu'il y a un taureau qui se balade, qui insémine les vaches, donc c'est pas fait artificiellement, et puis après les veaux ils restent sous le pied de la vache pendant les 10 premiers mois, donc ils sont nourris directement avec la vache, avec leur mère quoi. Ensuite, les femelles, elles sont gardées pour faire potentiellement des reproductrices. Et puis, les veaux, ils sont castrés. Et puis, ils vivent comme ça en pâturage. Et puis, ils grossissent jusqu'à atteindre 3 ans, âge en général où on les abat pour manger leur viande. Donc ça, c'est vraiment le cycle normal. Et puis, les vaches qui sont les reproductrices, on les garde jusqu'à 7-8 ans avant qu'elles soient abattues. Donc, elles sont abattues à un âge plus avancé. Franchement, en termes de qualité organoleptique de la viande ou qualité nutritionnelle, ça change rien. Vraiment, il y a vraiment très très peu de différence. En plus, nous on fait vraiment les analyses en labo, donc je veux dire, je peux le prouver, quoi. Sur cette teneur en collagène, pour être honnête, je sais pas si y a une différence parce que nous, la volonté, c'était que tu vois, de faire un bouillon concentré et qu'à chaque fois que tu prends une cuillère à café, tu es au minimum 4,5 à 5 grammes de collagène par cuillère à café. Donc, si tu veux, on considérait pas que le résultat était suffisamment concentré tant qu'on n'atteignait pas cette valeur-là. Donc, quelque part, peu importe ce que tu avais mis en entrée, la finalité était que nous, on voulait que ça corresponde à ce cahier des charges. Donc voilà, donc c'est plutôt ça qu'on regardait. Je ne sais pas si le fait de prendre des os de nos veaux plutôt que des vaches est meilleur ou moins bien. De toute façon, on nous récupère tout. Ouais, après, tu peux aussi le concentrer peut-être plus en faisant plus d'évaporation. Oui, voilà, nous, c'est là-dessus qu'on va jouer, quoi. Donc, nous, on va le faire mijoter pendant 20 heures. Et puis après, on va faire évaporer l'eau jusqu'à avoir le niveau de concentration qui nous intéresse, de telle sorte à une cuillère à café, t'apporte 4,5-5 grammes de collagène. Et dans ce process, toi, tu récupères aussi le suif, qui est aussi un de ces aliments qui est un peu mis de côté, malheureusement, même qu'il est très utile pour plein d'applications. Le suif, c'est plutôt la graisse du bœuf. Ce sera plutôt pour rôtir, je dirais. Ou griller, vraiment, ouais. Tu vois, tu dis que c'est méconnu et tout, mais moi, je connaissais pas, tu vois. J'en avais jamais entendu parler, je savais même pas ce que c'était, le suif. En réalité, l'animal, il a des réserves de graisse adipeuses, comme nous, et on récupère ces réserves adipeuses, notamment autour des reins, etc. Et puis ensuite, on les fait fondre dans des chaudrons à basse température, donc en dessous de 90 degrés, de telle sorte, justement, à préserver toute la teneur en vitamines, en minéraux, etc. Enfin, il n'y a pas beaucoup de minéraux, mais plutôt en vitamines, en composés anti-inflammatoires, etc. Et donc, ensuite, c'est filtré et puis mis en pot. Et ça ressemble, en fait, à la fin, à du beurre clarifié. Et donc, moi, je trouvais ça intéressant. Et puis, donc, j'ai commencé à regarder un peu des études, notamment aux États-Unis, avec tout le mouvement carnivore, diet, etc. Il y a eu beaucoup de sujets sur le suif. Et donc, j'ai appris plein de choses. Déjà, j'ai découvert que, pour moi, la graisse de bœuf, c'est de la graisse saturée. En fait, le suif, c'est majoritairement de l'acide oléique. Le même que, c'est un monoinsaturé, c'est le même que celui dans l'huile d'olive. Aux vertus d'ailleurs cardioprotecteurs bien connus. Bon, donc il y a à peu près 45% qui est de l'acide oléique. Ensuite, tu as des acides gras saturés, effectivement, mais tu en as différentes. Tu as des acides gras saturés à chaîne courte, moyenne et longue. Donc ceux à chaîne courte sont directement métabolisés par les cellules épithéliales et donc les cellules de l'intestin, et puis par toutes ces petites bactéries de ton microbiote. Et donc participent comme ça à cette santé intestinale. Et en même temps, c'est une source d'énergie un peu rapide. C'est pareil sur les acides gras saturés à chaîne moyenne, qui sont plutôt des sources d'énergie assez rapides, qui fonctionnent très bien, tu vois, sur des régimes cétogènes, etc., quoi. Ou dans un café gras, par exemple, tu peux mettre un peu de suif dans ton café, tu rajoutes un petit peu de sel, tu mélanges. Déjà, c'est super bon en termes de goût. Et puis, ça te permet de te passer de ton petit déjeuner, par exemple, et puis d'avoir une énergie stable, sans pic de glycémie, et puis durable pour ta matinée. Et donc voilà, donc tu as ce profil d'acide gras qui est assez particulier. Tu as un petit peu de polyinsaturés, oméga 3, oméga 6, qui dépend aussi du mode d'élevage. Donc quand ils sont nourris à l'herbe, comme je le disais, on est sur un super bon ratio d'1 pour 2.
tu as cette teneur très élevée en CLA, dont je parlais tout à l'heure, aux vertus notamment cardioprotecteurs, anticancéreux, etc., qui est 4 fois plus importante dans le bœuf nourri à l'herbe que dans le bœuf conventionnel. Tu as des vitamines liposolubles, donc de la vitamine A, de la vitamine K. D'ailleurs, une forme particulière de vitamine K qui est assez rare et qui est beaucoup plus biodisponible. Tu as... Qu'est-ce que tu as d'autre d'intéressant ? Tu as des acides gras oméga 7 qui sont aussi assez rares dans l'alimentation. Bon, le corps, il est a priori capable d'en faire par lui-même, mais il y a quand même des études qui montrent que le fait d'en avoir dans son alimentation a plusieurs avantages. Donc voilà, donc au final, tu as quand même un produit qui a un profil assez diversifié avec des vitamines de qualité, des acides gras intéressants, etc. Et notamment un impact anti-inflammatoire assez important. Et d'ailleurs, c'est une utilisation que j'avais pas, à laquelle j'aurais jamais pensé de prime abord, c'est d'en mettre sur ma peau. Donc en réalité, le Suif, il a un équilibre justement qui est semblable à celui naturel du sébum de la peau, ce qui fait qu'il est très bien toléré par la peau, hypoallergénique, etc., qui l'hydrate de façon très importante et en même temps, grâce à sa teneur en certaines vitamines et en certains acides gras, il a une action anti-inflammatoire qui va vraiment participer à la régénération de la peau. Donc aujourd'hui, j'ai mon pot à côté de ma gazinière, j'en mets sur ma peau, j'en mets dans ma poêle quand je fais cuire de la viande ou quelque chose comme ça, j'en mets dans mon café quand je me fais un café gras. Ça fonctionne aussi pour des utilisations sucrées, parce qu'en réalité, ça n'a pas du tout le goût de bœuf. Ça a un parfum assez léger de noisettes toastées, tu vois. Donc tu peux en mettre sur du pain. Je sais pas si tu fais. Donc moi, je ne mange pas de pain confiture, mais pour ceux qui mangent du pain confiture ou du pain avec du miel, c'est potentiellement super bon. Sur un pancake, on parlait tout à l'heure de farine de patate douce que vous vendez. Si tu fais des pancakes avec de la farine de patate douce, après tu peux te mettre un petit peu de suif comme ça et puis du miel, c'est super bon. Enfin, voilà, donc au final, ça s'utilise aussi très bien donc, dans les pâtisseries. À la fin, si tu fais cuire, moi j'aime bien faire cuire mes légumes au vitaliseur de Marion, qui est un cuit vapeur, qui préserve vraiment à la fois les nutriments des légumes et en même temps leur goût. Et ça simplifie la cuisine, parce qu'en réalité, tu peux prendre n'importe quel légume de saison, tu les mets juste dedans, coupés, sans même regarder le temps de cuisson et tout. Tu le sors, tu as un truc qui est délicieux, tu vois, sans avoir besoin de faire une sauce ou quelque chose de compliqué. Derrière, tu peux soit rajouter un peu d'huile d'olive et puis de sel de Guérande, ou bien tu peux mettre une cuillère à café de suif, c'est excellent. Donc il se consomme très bien à froid, on va dire. Comme du beurre clarifié, tu le gardes comme ça dans ton pot et puis à chaque fois, tu prends une cuillère. Donc tu n'es même pas obligé de le mettre au réfrigérateur, non. Il sera stable. Exactement. Stable à température ambiante. Oui, tu peux le conserver comme ça 1 an à température ambiante sans aucun problème. Et puis aussi, il a un point de fumée, je pense, qui est beaucoup plus haut que l'huile d'olive ou certaines huiles qui deviendraient toxiques si tu fais de la cuisson avec. Ouais, tu as tout à fait raison. Je crois que le point de fumée, il est à 240 degrés. Donc, effectivement, c'est une graisse qui est extrêmement stable à la cuisson et donc, par conséquent, qui peut être bénéfique quand tu fais des cuissons au four ou à la poêle à haute température. Après, malgré tout... Donc, il y a clairement des préoccupations liées aux sources de graisse utilisées à haute température, notamment le beurre, etc., qui pourraient brûler. Mais de façon générale, même si en soi le suif pourrait permettre d'être utilisé à haute température, je pense que de toute façon, il vaut mieux éviter de surcuire les aliments. Tu vois, tout à l'heure, je parlais de toutes ces vitamines qu'il y a dans nos hachés féroces et dans la viande rouge de façon générale. En réalité, ça reste quand même des vitamines qui vont avoir tendance à être sensibles à la cuisson. Et donc, plus tu vas avoir quelque chose, une viande qui est cuite à point, plus elle sera pauvre en micronutriments. Donc, je dis pas qu'il faut la manger bleue, mais il faut quand même éviter de surcuire. Ouais, donc plutôt saignant. Plutôt saignant. Il y a est-ce que tu peux me dire peut-être s'il y a des aliments qu'on pourrait pas manger crus, des abats qu'on pourrait pas manger crus? Je sais que ce sera de toute façon pas forcément bon si on le prépare pas. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer de le manger en tartare, par exemple, le hachis ou... Alors, mes hachés, oui. Moi, je les ai déjà fait en tartare. Je trouve ça excellent avec une mayonnaise maison. Donc, pour la parenthèse, la mayonnaise, c'est quelque chose d'extrêmement facile à faire. Celles qu'on vend dans le commerce sont justement faites à partir d'huile de graines, notamment d'huile de tournesol ou d'huile de colza dont je parlais tout à l'heure, qui, a priori, sont quand même à éviter. Et en réalité, faire de la mayonnaise chez soi, tu mets un œuf dans une espèce de pot, un peu de moutarde, un peu de vinaigre de cidre, de l'huile d'olive, tu mixes ça, paf, t'as ta mayonnaise qui est faite. Ça prend 2 minutes, quoi. Et t'as un truc sans aucun additif ni rien, à l'huile d'olive plutôt qu'à des huiles de merde. Donc, voilà. Et donc, ensuite, tu mélanges ton haché féroce avec de la mayonnaise, un peu de cornichons, ce genre de truc, et puis c'est excellent. Après, des abats que tu achètes dans le commerce, ou chez ton boucher,
peut-être que je serais plus prudent pour 2 raisons. La première, c'est que, je sais pas, enfin, tu vois, tu t'achètes un foie de bœuf comme ça, le manger cru, je suis pas sûr que ce soit très bon. J'avoue, j'ai jamais goûté. Et puis la deuxième préoccupation, elle va être peut-être liée, à la sécurité sanitaire, où c'est quand même des aliments qui sont plus sensibles, donc qui peuvent plus facilement abriter, des bactéries, pathogènes et générer des intoxications alimentaires. Donc nous, on est tenus par la législation, de toute façon, de faire des tests en labo pour vérifier l'innocuité du produit. Et comme c'est une surgélation professionnelle, etc., il n'y a vraiment aucun risque de contamination. Mais voilà, une pièce qui va rester comme ça sur l'étal d'un boucher, potentiellement, on peut imaginer que par les manipulations, le fait d'être exposé à l'air libre, etc., il y ait ces contaminations. Donc dans ce contexte, je préférerais et je conseillerais plutôt de, malgré tout, choisir de les cuire. Ouais, donc je lis entre les lignes que vous, dans votre process de fabrication, la surgélation, elle intervient très rapidement. Ouais, directement dès qu'on a fini le haché. Ouais, donc c'est presque le lendemain de l'abattage ou quasiment le jour même, si possible, quoi. Après, lorsque l'animal est abattu, il y a toujours un petit délai qui permet à la viande, une mini maturation de la viande qui permet de maximiser, on va dire, ses qualités organoleptiques. Et après, donc, le haché est préparé, mais par contre, dès qu'il est préparé, il est immédiatement surgelé, quoi. Il est immédiatement surgelé et puis on fait le test en labo à ce moment-là. Donc pas sur la bête qui a été abattue, mais en sortie de chaîne, sur le haché directement. Ouais, une fois qu'il est déjà façonné, en fait. Exactement, Ouais. une fois qu'il est déjà façonné. Ok, bah écoute, je sais pas si tu veux rajouter encore des choses par rapport à tout ce qu'on a évoqué. J'ai pas mal parlé de la filière viande et de tous les bienfaits que ça peut avoir. Je peux partager, parce que tu vois, on parlait un peu des super aliments et puis des options pour optimiser, on va dire, et couvrir nos besoins en vitamines et minéraux. Il y a d'autres super aliments, je pense, qui sont intéressants et qui sont accessibles. Les œufs en font partie. Du côté de la mer, tu as les sardines. Et donc, je donne une petite astuce, tu vois, les sardines, bon, tu peux les acheter en boîte, etc. Potentiellement, elles sont beaucoup moins intéressantes. Et puis, il y a des préoccupations liées potentiellement à la migration du plastique qui sert de vernis autour de la boîte, etc. La façon dont c'est chauffé pour être stérilisé, qui va détruire tout un tas de vitamines intéressantes et puis potentiellement modifier aussi la forme des protéines qui les rendra peut-être moins biodisponibles. Enfin bref, c'est pas terrible. Et puis en plus, il n'y a pas la tête, il n'y a pas les nageoires, il n'y a pas les viscères, etc. Or, tout ça, tu vois, c'est des sources de collagène, de glycine, d'un tas de micronutriments hyper intéressants. Donc, une petite façon simple de préparer des sardines entières pour bénéficier de tous leurs bienfaits, c'est de les acheter en grande surface surgelées, entières. Donc, tu vois, avec la tête et viscères vraiment entières. Tu les fais cuire à la vapeur 10 minutes, par exemple, au vitaliseur de Marion. Je parle du vitaliseur de Marion simplement parce que moi, c'est ce que j'ai chez moi. J'imagine que n'importe quel cuit-vapeur fonctionne aussi bien, hein. C'est juste que c'est le seul que je connais. Donc là, ça prend 10 minutes. Et puis après, tu les mixes avec, par exemple, des capres et de l'huile d'olive, ou bien avec la mayonnaise dont je parlais tout à l'heure, et tu mixes ça ensemble. Et donc, avec juste ton mix-soupe, tu vois. Et à la fin, tu as une espèce de rillette comme ça, parce que évidemment, avec la tête et tout, sinon, tu n'as pas envie de la manger, la sardine. Même moi, je la mangerai jamais comme ça, tu vois. Et là, comme ça, mixé, etc., franchement, en termes de goût, c'est excellent. Tu verrais pas, enfin, t'as pas idée que t'as tout dedans. Et pourtant, t'as tout, tu vois. Donc, c'est un petit peu la même logique que ce que j'ai voulu faire avec moi chez Féroce. Et ça, voilà, c'est quelque chose de très simple que tout le monde peut faire. Et puis, un sac de 1 kg de sardines surgelées en grande surface, ça coûte 10 fois moins cher que d'acheter des sardines en boîte. Donc, même d'un point de vue économique, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà, j'avais envie de partager ce petit hack. Ouais, c'est souvent des préparations assez simples que tu évoques. Il n'y a pas besoin forcément de prendre 3 jours de cuisine avec des recettes complexes et ainsi de suite. Moi, je suis pour la simplicité. Et si tu regardes mes assiettes, en fait, très souvent, c'est des légumes de saison que j'ai cuits à la vapeur, un filet d'huile d'olive ou un peu de suif avec du sel de Guérande et une viande ou un poisson de qualité ou des œufs. Et voilà, et ça fait mon repas. Et puis après, je mange des fruits en dessert. Et voilà, et 90% de mon alimentation, c'est ça. Et au final, franchement, c'est délicieux. En fait, si tu veux, quand tu as des bons produits à la base, déjà, tu n'as pas besoin de rajouter plein de trucs pour les rendre meilleurs. Et donc, je fais jamais des préparations très complexes et tout. Et pourtant, franchement, je me régale. Ma femme et mes enfants se régalent. Et quand les gens viennent manger chez moi, ils se régalent aussi, tu vois, simplement parce que c'est des bons produits à la base qui ont été
respecter aussi dans leur cuisson. Tu vois, je parlais de pas surcuire, etc. Tes légumes, si tu les fais cuire à l'eau, bah déjà, tu as toutes les vitamines et tout qui sont barrées dans l'eau, donc ça sert à rien. Et puis en plus de quoi, ils ont le goût d'eau, donc c'est pas bon. Et donc ça m'étonne pas que les enfants, ils aiment pas les légumes s'ils sont cuits comme ça. Ouais, puis ils peuvent vite devenir un peu. S'ils sont trop cuits aussi, ils ont plus cette fermeté, ils sont Ouais, plus complètement. croustillants, ils sont beaucoup moins intéressants quoi, en bouche. Complètement. Et puis après, il y a une dernière chose que j'aimerais parler un peu qu'on n'a pas évoqué, c'est sur le processus de décongélation à la maison. Ouais. Je sais que quand tu le laisses trop longtemps, tu crées beaucoup d'histamine aussi. Toi, tu as un peu de data sur ces processus de décongélation, justement? Alors, déjà, comme je le disais, il faut différencier la façon dont ça a été congelé parce que c'est ce qui va fonder aussi les problèmes de décongélation. Donc, à partir du moment où la matrice cellulaire n'est pas abîmée, il n'y a pas de problème, a priori, lors de la décongélation. Nous, ce qu'on conseille, c'est que soit tu peux cuisiner et cuire la viande directement surgelée. Donc à la poêle ou au vitaliseur de Marion, je reviens à ce vapeur, ça marche. Donc tu le sors du congélateur, tu le laisses 8 minutes dedans et le résultat il est parfait. Par contre, si tu l'as décongelé avant et que tu le mets dans le vitaliseur, il va avoir le goût d'eau. Donc ça c'est pas terrible. Donc cuisson au vitaliseur à partir du surgelé, cuisson à la poêle. Soit tu le laisses décongeler donc en le mettant la veille au frigo et en le cuisinant le lendemain à la poêle. Soit tu le fais directement surgelé. Si tu commences la cuisson surgelée, tu vas potentiellement créer une petite croûte extérieure qui va emprisonner les sucs à l'intérieur, donc potentiellement mieux garder justement le sang, etc. Et puis avoir une viande qui est plus goûteuse. Par contre, elle va avoir tendance à être saignante, voire bleue au centre. Et ça, c'est pas propre au haché féroce, hein, c'est de façon générale par rapport à la cuisson de la viande. Donc après, ça dépend des goûts de chacun. Si tu es plutôt team à point, bah, je pense qu'il vaut mieux la faire décongeler pour avoir une cuisson un peu plus uniforme. Et si tu es team cuisson bleu saignant, bah, tu peux partir du surgelé et ça te permettra comme ça d'avoir quand même ce côté un peu, un peu cuit autour et puis vraiment saignant à l'intérieur. Ouais, donc c'est vraiment lié au processus de congélation aussi. Enfin, vraiment. Ouais. De toute façon, je pense que n'importe qui a déjà congelé de la viande de bœuf soi-même, sait qu'après, elle est immangeable. Même le poulet, d'ailleurs. Tu as dû comprendre que pour moi, la qualité de la viande que je mange et des conditions d'élevage est absolument déterminante. Et donc, par rapport au poulet, pendant un temps, je l'ai acheté sur Pour de Bon. C'est un site français qui permet d'acheter directement aux producteurs. Et donc, grâce à ça, je trouvais des poulets bio, élevés en plein air, etc., qui correspondaient à mon cahier des charges personnel. Sauf qu'il y a les frais de livraison et tout, donc j'étais obligé d'en acheter plusieurs. Et donc, j'ai acheté 4-5 poulets comme ça, et puis je les congelais. Mais je les congelais moi-même. Malgré tout, tu vois, souvent, une fois que tu les cuis et tout, ils sont quand même plus secs. Et la viande est plus dure et tout. C'est quand même beaucoup moins bon, il faut le dire. Donc, pour l'instant, pour le poulet, j'ai pas encore trouvé de bonnes alternatives avec des surgélations professionnelles. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaie d'aller directement chez des petits producteurs du coin pour aller en chercher. Mais tu vois, quelqu'un qui habite en ville, il n'a pas ces options-là. Donc, je pense que c'est quelque chose à développer, la filière volaille, pour trouver des volailles de qualité. Je n'ai pas commencé en Suisse, mais en France, le fait d'avoir des produits vraiment de haute qualité, dont tu es sûr de la façon dont ils ont été élevés, etc., c'est vraiment quelque chose de complexe et de rare. Et tu vois, c'est grâce à ça que tu as des labels qui ont joué le rôle de tiers de confiance, comme Bio ou Bleu Blanc Cœur. Mais en réalité, c'est pas une certitude. Je t'en parlais avant qu'on enregistre. Tu as des huiles d'olive bio qui, en réalité, sont en provenance d'Union européenne et hors Union européenne, avec des mélanges d'huile d'olive un peu rances, oxydées, parfois âgées, qui sont vraiment de mauvaise qualité, alors qu'ils sont bio. Et de l'autre côté, tu as des huiles d'olive conventionnelles qui viennent d'une origine unique, genre Italie, qui seront de meilleure qualité. Et donc, par rapport au bœuf, l'alimentation à l'herbe ne fait pas partie du cahier des charges bio. Donc, tu peux avoir du bœuf bio qui est nourri, tu as 60% qui doit venir d'herbe, mais 40% qui peut venir d'ailleurs. Et ces 40%, ça peut être du maïs et des tourteaux de soja, à partir du moment où ce maïs et ces tourteaux de soja soient de l'agriculture biologique. Mais ça ne règle pas le problème. Parce que justement, c'est ça qui va déséquilibrer le ratio oméga 3, oméga 6. Puis par ailleurs, il faut quand même noter que les tourteaux de soja, bien souvent, ils viennent d'Amérique et ils participent à la déforestation amazonienne.
Donc, c'est aussi d'un point de vue climatique et tout, vraiment pas terrible. Donc, tu vois, au final, le bio, c'est pas toujours un gage de confiance. Bleu Blanquer, c'est censé te garantir la teneur en oméga 3. C'est super, je trouve ça très très bien ce qu'ils font. Mais d'un autre côté, ils garantissent pas justement la valeur environnementale, ils garantissent pas le bien-être animal. Enfin, il y a aussi des manquements, tu vois. Et quelque part, à part en se déplaçant soi-même pour. Parce que là, tu vois, tu me disais que toi, tu avais de la viande séchée et tout, que tu prenais dans un petit distributeur et puis tu vois les vaches derrière et tu vois comment elles sont élevées. Bah ça, je trouve ça trop bien. Parce que là, tu as vraiment la certitude de la qualité de ce que tu manges parce que tu sais d'où ça vient, tu sais comment ça a été fait. Et c'est pour ça que nous, on met autant de temps et d'argent dans le sourcing, dans la qualité et dans le fait de se déplacer, d'aller voir les fermes et puis surtout de les montrer aux consommateurs. Je te parlais du QR code sur nos étiquettes. Ça permet vraiment à la fois de voir d'où vient l'animal parce qu'il y a une interview de l'éleveur et des photos de la ferme. Et puis aussi d'avoir vraiment la certitude, grâce aux analyses labo. Tu vois, je ne suis pas juste un label qui dit que. Là, je te prouve que, eh ben voilà, il y a tant d'oméga 3 dans ma viande, il y a tant de vitamines, il y a tant de ceci, il y a tant de cela. Je te garantis qu'il n'y a pas de métaux lourds, machin. Et tu peux le voir, quoi. Tu peux télécharger le vrai rapport. Et voilà. Ouais, faut toujours être un peu, je pense, avoir un esprit critique vis-à-vis de ces labels parce que on voit typiquement aussi que les labels de pêche durable pour les poissons, des fois il y a aussi un peu des financements, il y a un peu ouais, c'est pas parce qu'il y a le tampon que forcément on a un produit qui est top, comme tu dis. T'avais vu ce documentaire là sur Netflix sur justement sur ces labels le pêche MSC, durable. Souvent ceux qui vont pour contrôler, ils se font soit jeter par-dessus bord, soit il y a beaucoup aussi de. Ça fait pas toujours plaisir aux industriels d'avoir ces labels-là parce que ça rajoute des contraintes forcément. Mais effectivement, nous on le voit pour l'oméga 3 et ces choses-là. C'est pas parce qu'il y a le label que c'est le meilleur. Comment vous faites pour sourcer vos oméga 3 du coup ? Nous on a été rencontrer vraiment le producteur, donc on sait, on a aussi toute une feuille d'analyse. Donc sur tout ce qui est métaux lourds, sur tout ce qui est profil entre EPA, DHA, autres oméga 3, ainsi de suite. Et après, tu vas te diriger vers des poissons qui sont déjà sauvages, c'est clair, qui sont en eau froide, parce que tu as moins de métaux lourds en suspension dans l'eau aussi. Ça nous a pris beaucoup de temps. Les MOQ sont très, très élevés en général, et puis ils font peu de batchs par année, donc il faut être très prévoyant sur le sourcing. Mais au moins, tu arrives à avoir des produits qui sont de meilleure qualité. Ouais, c'est ça qui différencie aussi tes concurrents, qui te permet par exemple d'avoir une meilleure indice Totox, etc., j'imagine. Ouais, tout à fait. Ouais, le Totox aussi, c'est quelque chose qu'on regarde parce que c'est clair qu'on doit les garder, on les conserve aussi, on gère tout ce qui est température, tout ce qui est hygrométrie. Le sourcing fait toute la différence parce que tu trouves de tout, en fait. Mais t'en auras qui auront un ratio très déséquilibré entre le PA, le DHA. On n'en a pas trop parlé, mais tu as aussi le fait que tu as des gens qui sont plutôt sur des régimes végétariens ou véganes, donc qui refusent de consommer les oméga 3 de poisson. Mais c'est clair que le ratio EPA, DHA, ça n'a rien à voir avec un oméga animal, on va dire. Ceux que tu fais à base d'algues ? Ouais. Ils vont être hyper riches en DHA et pas en EPA. Voilà, l'EPA, il sera en très petite quantité. La biodisponibilité, c'est encore un autre sujet, mais c'est pas la même non plus. Et puis, c'est clair que tu peux pas arriver au même. Si tu as besoin d'EPA, disons, puis que tu consommes pas de produits animaux, ça va être compliqué. Moi, de l'histoire, il faut pas être végétarien. C'est clair, même en termes, on parlait du groupe de vitamine B. Si t'es si t'es vegan même, y a beaucoup de vitamine B, typiquement la B12 qu'on retrouve presque dans les produits animaux, que ça va être compliqué d'avoir les bons niveaux. Donc c'est clair que t'es obligé d'être suivi ou de te complémenter derrière. Donc très bien, est-ce que ça te dit qu'on passe au quiz ? Il y a 7 questions. Allez, go. Ça va nous donner plus d'infos aussi sur certains sujets. J'ai essayé de bien choisir les questions. Donc on commence par la première. C'est typiquement de ce qu'on vient de parler. Donc le fer des plantes est aussi bien absorbé que celui de la viande. Est-ce que c'est vrai ou faux ? C'est faux. Et d'ailleurs, je le disais tout à l'heure par rapport au zinc qui potentialisait toutes les formes d'absorption. Le fer héminique, qui est la forme justement qu'on retrouve dans la viande et dans les produits animaux, potentialise et améliore aussi la gestion du fer de façon générale. Donc il y a aussi un effet systémique qui est quand même vachement intéressant, je trouve. Ouais, tu as une action globale, donc tout à fait. Tu vas récupérer des bienfaits. J'ai trouvé que c'était intéressant, tu vois, comme vision des choses, et ça montre bien à quel point on est fait pour être omnivore, tu vois. Tout à fait. Là, c'est ce qu'ils disent. Le fer héminique de la viande, il est 2 à 3 fois mieux absorbé que le fer des végétaux, en fait. Voilà, et puis le fer, il est absolument fondamental, notamment pour le transport de l'oxygène, les globules rouges,
Enfin, plein de choses, le système immunitaire. Enfin, de toute façon, c'est pour ça qu'avant de lancer le podcast, tu m'avais demandé est-ce qu'on essaie de parler du rôle de chaque minéraux et de chaque vitamine dans l'organisme. En fait, tout ça est tellement lié que tu t'aperçois que le moindre déséquilibre, la moindre carence a des effets systémiques sur l'ensemble du système. Et donc, c'est un peu la vision réductionniste aujourd'hui de dire que voilà, c'est tel truc qui font tel problème, alors qu'en réalité, tout est lié et il faut essayer d'avoir des statuts optimaux en tout. Bah, c'est bien plus complexe que ça. C'est vrai que tu as encore typiquement, si on parle du magnésium, il est impliqué dans tellement de réactions que tu peux pas le citer simplement. Bah justement, tu parles du magnésium, je fais la parenthèse, mais pour le coup, il n'y en a pas tant que ça dans la viande. Et je pense que le magnésium, c'est un des seuls minéraux slash vitamines. Enfin, tu vois, moi, j'essaie toujours de privilégier l'alimentation en première intention avant les compléments alimentaires et d'utiliser les compléments alimentaires pour ce que j'ai pas réussi à fixer avec l'alimentation. Et le magnésium, j'ai beau chercher, tester, etc. Et je fais des bilans sanguins pour le vérifier. J'ai jamais réussi à trouver suffisamment de magnésium dans mes sources alimentaires. Donc, après, c'est vrai que je fais pas mal de sport et tout, mais comme je le disais tout à l'heure, au final, aujourd'hui, le stress, il est tellement polymorphe que je pense qu'on est tous potentiellement carencés en magnésium et je crois pas qu'il y ait de solution. En tout cas, j'ai pas trouvé de solution alimentaire qui permettait de fixer parfaitement nos besoins en ce minéral. Donc, je pense que la complémentation, tu vois, pour ça, elle est par exemple indispensable. Ouais, et j'ai vu que tu étais aussi un buveur de café, donc c'est clair que le café, ça draine aussi un peu le magnésium. Ouais, après, j'essaie de. Je bois 3 tasses le matin, j'en bois pas après le repas du midi. Je bois 3 tasses le matin, et puis 1 ou 2 jours par semaine, j'en bois pas. Donc, je pense que je suis consommateur de café, mais consommateur de café modéré. Et puis d'ailleurs, le café, ça apporte aussi plein d'antioxydants, etc., qui sont potentiellement intéressants. Mais c'est vrai que. Tu penses que j'aurais une meilleure stature en magnésium si je ne buvais pas de café? Bah, ce qui est sûr, c'est que ça excrète un peu le magnésium. Donc, enfin, les gros buveurs de café ont besoin de plus d'apport journalier en magnésium que quelqu'un qui boit pas du tout de café. Intéressant. Mais t'es pas un gros buveur, ça va encore. Ça va encore. Je pense que c'est vraiment si tu bois. J'ai pas les chiffres, hein, mais c'est vraiment si tu bois des grandes quantités de café sur la journée entière, quoi. Et ça, tu vois, moi, mon café, je l'achète en grains, je le moue moi-même. Et j'ai ce qu'on appelle un Ario V60, c'est comme une tasse avec un trou en dessous, tu mets un filtre. Et moi-même, en fait, avec ma bouilloire à bec de cygne, je fais comme ça couler l'eau doucement dessus. La conclusion de l'histoire, c'est que déjà, il y a toute une espèce de rituel. Je sens les parfums du café, etc. Avant de le boire, ça commence déjà à faire titiller mon cerveau. Et donc, j'ai un peu sacralisé le truc et je prends du plaisir à faire mon café. Donc, c'est pas juste machin. Et du coup, faire un café me prend, allez, 5 minutes, tu vois. 5 minutes, ça paraît pas beaucoup, mais c'est long quand même. Et je vois que quand je suis dans des environnements, justement, type bureau avec une machine d'espresso, c'est tellement facile d'appuyer sur le bouton pour avoir ton café que je peux facilement doubler ma consommation de café. Non pas parce que j'en ai envie ou besoin, juste parce que c'est tellement facile, tu vois, que tu t'en rends pas compte. Et je trouve que c'est intéressant de voir comment tu vois, le fait de faciliter les choses parfois modifie tes comportements et ta consommation des choses. Mais donc voilà, un petit hack pour ceux qui ont l'impression de boire trop de café, et ben faites-le vous-même. Comme pour les abats et la mayonnaise. J'ai une question qui est facile pour toi. Je pense qu'on en a parlé avant en plus. L'abat le plus riche en vitamine B12? Pas si facile que ça, je dirais que c'est le foie. C'est le foie. Ouais. Mais de toute façon, de manière générale, quand même, les abats sont naturellement plus riches en B12 que tout le reste. Donc je pense que les rognons, je sais pas si ça les chiffres, mais à mon avis, les rognons, ils doivent être bien riches aussi. J'ai pas les chiffres, mais là, c'était le foie quand même qui était le plus dense, en B12 en tout cas. Donc ok, très bien. Pour la 3, contrairement aux idées reçues, manger du gras de qualité, ça peut favoriser la perte de poids. Est-ce que c'est vrai ou faux? Vrai. Vrai, tu veux étayer un peu ou bien... On en a parlé avant. Ouais, mais... il pourrait y avoir pas mal de choses. Déjà, tout à l'heure, j'en parlais, le CLA, qui est un des composants des acides gras saturés du bœuf nourri à l'herbe, et ben justement, a des vertus sur la composition corporelle, sur la satiété, etc. Donc, il y a déjà ce premier point. Mm-hmm. Ouais, donc c'est vraiment satiétogène. Ça veut dire que ça t'aide à avoir... Ça augmente la satiété, donc la sensation d'avoir suffisamment mangé. Ouais. Favorise la production d'hormones et ça évite aussi les pics de glycémie apparemment. Oui, alors oui, donc c'est vrai que si on rentre sur cette logique de la glycémie, de manière générale, déjà, tout ce qui est source de graisse, de base, ne génère aucun pic d'insuline.
Donc naturellement, tu vas pas avoir de fluctuation de la glycémie et donc d'hypoglycémie, d'hyperglycémie et puis de fringales 2 heures après avoir mangé ton croissant. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que le fait d'ajouter des graisses à des glucides, notamment des glucides à haut index glycémique, va tamponner et diminuer la charge glycémique globale du repas. Donc il y a un double effet entre guillemets. Et c'est pour ça que tout à l'heure je te parlais du café gras. Potentiellement, tu vois, c'est une façon. C'est un truc que les gens peuvent expérimenter s'ils ont envie de ne pas prendre de petit-déj le matin, mais de se faire un café gras. Franchement, tu rentres un peu dans un tunnel mental de concentration parce que tu as une énergie qui est hyper stable, qui est parfaitement adaptée au cerveau. Donc, tu peux vraiment être concentré, bosser sur ton sujet et tout. C'est vraiment une expérience à faire, je pense. Ouais, ça permet aussi de ne pas avoir ces fameux coups de barre, je pense, l'après-midi devant ton ordinateur. Exactement. Quand tu ne te charges pas en sucre dès le matin. Moi, en général, je mange pas de glucides. Déjà, je prends pas de petit déjeuner. Je mange peu ou pas de glucides à midi et je les mange plutôt le soir. Parce que justement, j'ai remarqué qu'en étant plutôt sur des graisses pendant la journée, je réfléchissais mieux et j'avais une énergie beaucoup plus stable du matin au soir. Et donc, je recharge plutôt mes stocks de glycogène le soir. Ouais, donc meilleur focus avec le gras que le sucre. Ouais, en fait, tu vois, on pourrait résumer ça comme ça. Enfin, moi, c'est un raccourci, hein, mais je trouve que c'est assez sympa de le voir de cette façon. Dire que les protéines, c'est pas que pour construire de la masse musculaire. C'est vraiment les Lego, c'est les briques élémentaires de la maison. Et la maison, c'est nous. Donc, c'est vraiment ce qui permet au corps de faire tous ces processus, que ce soit régénérer ses tissus, faire fonctionner son système immunitaire, créer de nouvelles cellules. Mais tu vois, même, on parlait tout à l'heure d'absorption des nutriments. Mais en réalité, pour absorber les nutriments, tu utilises ce qu'on appelle des enzymes. Et ces enzymes, elles sont confectionnées à partir de protéines. Donc les protéines, c'est vraiment les bases élémentaires de la reconstruction du corps, de la construction et de la reconstruction du corps. Les glucides, pour moi, je les vois comme le carburant. Un carburant pour réaliser du sport ou des activités physiques. Si tu n'as pas à faire d'activité physique ou à faire de sport, pour moi, tu n'as pas besoin de glucides. Donc le glucide, pour moi, c'est vraiment le carburant du corps. Et le gras, c'est plutôt le carburant du cerveau. Même si, en réalité, le cerveau, il a besoin de glucides pour fonctionner. Et d'ailleurs, il est hyper gourmand en glucides. En termes de... Donc, c'est pour ça que je dis c'est un raccourci. En termes de focus, tu vois, de clarté mentale, etc., le fait d'avoir de l'énergie qui provient plutôt d'acides gras, et notamment les acides gras saturés à chaîne courte, te permet d'avoir un petit peu ce tunnel d'intelligence qui a été assez bien décrit quand même dans la littérature et par pas mal de gens que j'ai reçus. Ouais, c'est très intéressant comme alimentation d'être plutôt gras le matin, protéines, et puis comme tu dis, les glucides peut-être le soir ou pas si tu fais pas vraiment d'activité physique importante. Ouais, les protéines, tu peux même les mettre le soir, hein, parce qu'en soi, les protéines, ça nécessite quand même plus de ressources pour être digérées. Ce qui veut dire que, si tu veux, regarde, ton corps, disons qu'il a 100% d'énergie, et ici, il en envoie 30% dans le cerveau, 20% dans tes muscles. Enfin, tu vois, c'est toujours des répartitions comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que quand tu fais de l'ultra-endurance, par exemple, tu as potentiellement une sous-perfusion de tes intestins, ce qui peut provoquer des problèmes digestifs, parce qu'en fait, ton sang et ton énergie, elle est utilisée par les muscles. Bon, voilà. La digestion, ça utilise de l'énergie aussi. 40 à 50% parfois d'énergie. Donc le fait de manger quelque chose, quoi que soit ce repas, ça va utiliser une partie de ton énergie. Donc naturellement, c'est pour ça que tu vois potentiellement un café gras, ça monopolise peu d'énergie et donc ça te donne quand même une énergie stable, etc. Et voilà, c'est assez chouette. Les protéines, ça nécessite plus d'énergie pour être digéré que par exemple un fruit, tu vois, une pomme. Et donc le fait de potentiellement les manger, le fait d'avoir suffisamment de temps pour les digérer après les avoir mangés, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose dont j'ai parlé avec plusieurs invités, notamment Julien Pinault et Jack Steam, qui, eux, justement, mettent la plupart de leurs protéines en fin de journée, donc plutôt le soir, parce qu'ils savent qu'après, ils vont être dans un état de disponibilité, de calme, etc., d'activation parasympathique, qui va permettre vraiment leur pleine digestion et métabolisation. Tandis que s'ils les mettaient le midi, par exemple, étant donné que une demi-heure après avoir mangé, ils vont recommencer à travailler, ça va créer une forme de compétition, tu vois, entre les besoins intestinaux de digestion et puis l'énergie mentale nécessaire au fait de faire leur travail. Surtout que le fait de travailler, etc., c'est peut-être plutôt lié au système sympathique, donc plutôt à un système lié à l'activation, tandis que la digestion au système parasympathique qui est opposé, qui est plutôt lié à la digestion et à la détente. Ok, ouais. Ouais, c'est très intéressant en tout cas. Merci pour ces précisions.
Je voulais parler un peu du régime cétogène, mais je pense que ça va, on va partir dans un long débat et puis c'est peut-être pas le moment. Mais du coup, passons à la question 4. On dit que la viande rouge, ça fait partie des aliments qui sont les plus riches en zinc. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que tu peux le trouver ailleurs? Je pense que c'est vrai. Après, on peut le trouver ailleurs. Je pense que l'aliment le plus riche en zinc, c'est les huîtres. 3 huîtres par jour, ça te permet de fixer 100% de tes AGR en zinc. Mais par contre, la viande rouge, clairement, et les abats également, sont parmi les aliments les plus riches en zinc. Ouais, puis là, il parle aussi de l'agneau. Bah, pas que le bœuf, hein. Apparemment, l'agneau est aussi très bien pour le zinc. Oui, c'est vrai. En fait, biodisponibilité. je parlais du bœuf parce que du coup, c'est ce que je connais le mieux. Mais en réalité, la viande de façon générale, surtout la viande rouge, on remarque quand même que la viande rouge est plus riche que le poulet. Le poulet, c'est des bonnes protéines, etc., plutôt maigre, mais ça a quand même un profil micronutritionnel qui est moins intéressant que tout ce qui est viande rouge, donc plutôt mouton, agneau, chèvre, bœuf, etc. Après, bon, bah voilà, dans le poulet, tu as quand même les foies de poulet qui sont très bons et peut-être plus facilement accessibles que du foie de bœuf pour quelqu'un qui voudrait les consommer nature, entre guillemets. Ok, donc pour la question 5, ça va être attrait au bouillon d'os. Donc on dit que ça peut aider à améliorer la qualité du sommeil. Est-ce que oui ou non? Bah oui, ne serait-ce que par sa teneur en glycine. Et la glycine, elle est directement associée à la qualité du sommeil et notamment également à la sécrétion d'hormones de croissance, etc., qui va favoriser le renouvellement des tissus. Je pense que d'une certaine façon, le corps perçoit comme un stress le fait de... Tu vois, tout à l'heure, tu parlais, est-ce que les acides gras, ça permet de maigrir, etc. Je pense que j'ai lu des choses qui montraient que l'une des raisons pour lesquelles les produits ultra transformés te font prendre du poids, c'est justement le fait que ce soit des calories vides. Et par conséquent, le corps, il va essayer de continuer à manger pour couvrir ses besoins en protéines, en minéraux, etc. Tu vois. Donc, tu vois, vis-à-vis de la glycine, je pense qu'une carence, quelle qu'elle soit, c'est un stress pour le corps et que potentiellement, plus tu es stressé, moins tu vas bien dormir. Donc, en fait, quelque part, potentiellement, tous les stresseurs peuvent nuire à ton sommeil. Et le corps, il est toujours en train de chercher l'homéostasie, c'est-à-dire de revenir. Il est dans un état de déséquilibre perpétuel, c'est sa baseline, il va jamais vraiment toucher l'équilibre parfait. C'est comme un attracteur de Lorentz, tu vois, ça essaie de toucher le centre, mais ça le touche jamais vraiment, mais il tend quand même vers ça, tu vois. Et plus il s'en éloigne, plus ça génère du stress. Et donc la glycine, c'est tellement essentiel, et notamment dans cette phase de reconstruction des tissus pendant la nuit, que je pense que c'est absolument fondamental pour la qualité du sommeil. C'est tout à fait vrai, ouais. En plus, elle est assez reconnue pour détendre l'organisme aussi, cette glycine, en soirée. Donc, ouais, c'est vraiment intéressant pour avoir un sommeil réparateur. Et je pense que la glycine, tu vois, elle est plus intéressante que le collagène parce qu'elle coûte beaucoup moins cher en termes de supplémentation. Et puis, voilà. Et puis, si tu veux, dans la capacité à créer du collagène aujourd'hui, ce qui est vraiment le facteur manquant, c'est plus la glycine que les autres acides aminés, je ne sais plus comment ils s'appellent, du collagène. Donc, moi, je me complémente plutôt en glycine qu'en collagène. Ouais, il y a souvent cette théorie-là qui est que c'est vraiment le précurseur. Donc, en fait, c'est tout autant efficace, plus abordable. Et puis, c'est peut-être... Tu vois, un collagène marin, il aura vraiment peut-être cet arrière-goût de poisson, surtout s'il n'est pas aromatisé. Tandis que une glycine, c'est presque du sucre. Enfin, c'est très bon à boire avec de l'eau, simplement. Les abats, ils ont longtemps été considérés comme des super aliments dans nos cultures ancestrales. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est vrai. Et d'ailleurs, à l'époque, ils étaient réservés pour le chef, les femmes enceintes, tu vois, c'était vraiment l'aliment roi, celui qu'on voulait absolument garder. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que, tu vois, pendant un temps, potentiellement, quand on a commencé à domestiquer les chiens, on gardait d'abord les aliments les plus nutritifs comme les abats. Et puis, si on voulait donner à manger un peu aux chiens, enfin aux loups chiens, quand on était dans cette phase justement de domestication, on leur filait le muscle plutôt. Et aujourd'hui, on fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on mange le muscle cellophané, bien packagé en grande surface, et puis les abats, ils sont jetés à la poubelle ou bien transformés pour la pet food justement. Donc on le donne aux chiens. On a fait exactement l'inverse de ce qu'on faisait par le passé. Ouais, c'est ce que je voulais t'amener là-dessus justement, c'est que à l'époque, ils gardaient les abats qu'on considère aujourd'hui comme peut-être un peu nobles, quoi, on va dire. À l'époque, ils étaient réservés aux chefs de la tribu, aux membres importants, disons. Alors que maintenant, on les a écartés plutôt de notre quotidien, quoi. Donc ouais, ils avaient déjà bien raison et ils savaient ce qui était bien à l'époque. Je pense que... La différence, c'est que tu vois, ils vivaient dans un monde qui était profondément dangereux où chaque micronutriment était
une nécessité quelque part de survie. Tu vois, nous, on vit dans un monde qui est tellement confortable que tu sais que tu vas pas mourir et donc tu as moins besoin de faire attention à ce que tu manges et tout. Tandis que eux, s'ils avaient pas ça, potentiellement, ils passaient pas l'hiver, quoi. Ouais, tu sais moins de quoi le lendemain est fait quand t'es quand t'es en tribu dans la forêt, disons. C'est clair que tu peux vite te faire attaquer par un ours, puis il faut avoir de quoi courir. Ouais, de ou quoi même se pour réchauffer, survivre aux ouais. éléments, tu vois, au froid, etc., à la météo. Enfin, tu vois, c'était quand même des environnements qui étaient sauvages. Hein. Ouais, on avait besoin d'être en forme, quoi. Ouais, complètement. Très bien, donc c'est juste, ouais. Et puis ensuite, pour la dernière, on a parlé un peu de moelle avant, mais la moelle osseuse, c'est une source de cellules souches. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. C'est vrai, mais après, c'est une source de cellules souches, mais bon, une fois que l'animal est mort, qu'on a coupé l'os et qu'on mange la moelle osseuse, je veux dire, ces cellules souches, c'est pas les mêmes et puis elles vont pas impacter notre corps spécifiquement. Par contre, il y a des trucs intéressants dans la moelle osseuse, mais et en plus, c'est super bon. Ok, bon, bah alors très bien, on a fait les 7 questions. Donc c'était tout plus ou moins. T'as bien appris ton sujet, c'est très bien. Eh ben, écoute, merci. En même temps, ça fait quelques temps que je le creuse et que je m'intéresse au sujet. Tu vois, en fait, j'ai pas lancé Féroce parce que je cherchais une idée de business. Ça fait 20 ans que je suis entrepreneur et j'ai longtemps créé des boîtes par opportunité. Celle-ci, c'est probablement la première que je crée par passion et parce que je pense qu'elle correspond à une forme de mission de vie et j'ai l'impression de faire quelque chose qui est important. Et donc, je ne vais pas me forcer pour apprendre mon sujet. C'est juste que. C'est passionnant pour ouais, toi. et voilà, c'est ça, tu vois. Ouais, t'es ton premier consommateur de ton produit. En fait, tu l'as presque fait pour toi, on va dire. C'est ça, pour moi, pour mes enfants, pour mes filles. Et puis, tu vois, il y a cette logique. Tu vois, j'aime bien dire qu'avec Limitless, tu sais, je te disais, je suis un explorateur du potentiel humain. J'aime bien me dire que Féroce, ça nourrit le potentiel humain physiologiquement. Et puis derrière, intellectuellement aussi, tu vois. Tu vois, on parle de cet héritage ancestral. Si tu regardes, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, ils traversaient des rivières déchaînées sur des rafiaux de brindilles et d'algues avec une pauvre peau de bête sur les épaules alors que potentiellement ils gelaient dehors, etc. Et grâce à ça, ils ont malgré tout réussi à explorer le monde, à gravir des sommets, à conquérir de nouveaux continents, à construire après des citadelles, des empires, jusqu'à marcher sur les étoiles. Et on est quand même les héritiers de ces gens-là, tu vois. Et je pense que l'une des pires choses, c'est probablement de ne pas prendre la responsabilité de la chance qu'on a d'être incarné dans un corps pour jouer au grand jeu de la vie. Et c'est un peu le message que je défends dans mon podcast, dans le livre que je suis en train d'écrire, que je fais avec Féroce, etc. Tu vois, en fait, c'est pas juste l'idée d'être en meilleure santé, c'est surtout l'envie d'avoir plein d'énergie pour profiter à fond de la vie et puis voilà, voir ça comme un jeu, mais pas jeu dans le sens rien n'est sérieux, mais plutôt dans le sens profitons-en, quoi. Faisons des choses. Et tu vois, aujourd'hui, c'est tellement facile. J'ai l'impression que les processus qui nous ont permis de survivre pendant des centaines de milliers d'années ont tendance à se retourner contre nous. Et quelque part, tu peux facilement te satisfaire de t'asseoir sur ton canapé, à regarder une série Netflix, et puis à scroller sur TikTok, et puis à commander ton Uber Eats chez toi. Et tu as l'impression que ça t'apporte de la satisfaction et du plaisir parce que c'est le cas sur le moment. Mais quand tu regardes ces moments passés après 3 mois, 6 mois, 1 an, tu les auras complètement oubliés. Ils auront laissé aucune trace dans ta mémoire. Est-ce que c'est ça une belle vie? Moi, je préfère avoir des moments de qualité, des projets porteurs de sens, de grands défis sportifs parce que je sais qu'ils laissent des traces indélébiles dans mes mémoires et que c'est ça qui me rend profondément riche et heureux et que c'est des choses que je pourrais raconter à mes enfants, à mes petits-enfants. Et voilà, donc c'est un peu ce que j'ai envie de dire aussi derrière les produits que je vends. Ouais, donc tu as vraiment un contrôle aussi sur ton circuit de dopamine pour justement pas avoir peut-être cette dopamine un peu facile qui fait que Ouais. on se ment. Enfin, c'est un peu un mensonge, disons. J'ai pas mal travaillé, on va dire, mes neurones inhibiteurs en faisant des choses potentiellement difficiles. Et tu vois, enfin, regarde, le coup du chocolat. Tu as dit que tu mangerais qu'un seul carreau de chocolat, tu manges ton carreau de chocolat, et puis après, tu as tout de suite envie d'en manger un deuxième, et puis un troisième, tu vois. Et ben ça, c'est pour moi le signe que tes neurones inhibiteurs, ceux qui permettent de privilégier ta raison et ta décision à ton envie et ton impulsion, sont pas suffisamment développés. Et le fait de faire toujours des choix faciles, entre guillemets, eh bien, ça désentraîne de plus en plus ces neurones inhibiteurs.
Donc, une façon de les entraîner, c'est potentiellement de faire de temps en temps des choses inconfortables, de choisir la route qui monte plutôt que celle qui est toute plate, de prendre une douche froide le matin, de te garer un peu plus loin sur le parking quand tu vas faire des courses et de devoir marcher avec tes sacs de courses. C'est des petits actes, des petits détails du quotidien, mais petit à petit, ça entraîne justement cette capacité à prendre des décisions et à t'y tenir au-delà de tes pulsions. Et ça, c'est dire que tu choisis la marche de ton destin. T'es pas le pantin du courant, c'est toi qui décides de la façon dont va se dérouler ta journée. Et donc, tu vois, aujourd'hui, les douches froides et tout, elles sont à la mode, et donc il y a potentiellement des bienfaits physiologiques, etc. Mais même si on laisse tout ça de côté, moi, si j'aime bien cet outil, c'est parce que je me dis que le matin, quand je prends une douche froide, j'ai pris une décision alors même que j'en avais pas envie. Et c'est une façon de donner la marche et la ligne de tout le reste de ma journée. C'est moi qui contrôle ma journée, c'est moi qui décide la façon dont je dédie et dont je dépense mon temps. Et quand les gens regardent mon quotidien et tout ce que je fais, etc., parfois ils se demandent comment je fais pour faire autant de choses. Mais en réalité, c'est simplement que je priorise et qu'il y a plein de choses que je fais pas que les gens font. Par exemple, probablement que je regarde beaucoup moins la télé que la plupart des gens. J'utilise pas les réseaux sociaux. Je vais sur WhatsApp qu'une seule fois par jour le soir pour répondre à mes proches. Je gère mes mails par bloc 3-4 fois par semaine et j'y vais pas le reste du temps. Enfin, tu vois, il y a plein de petites choses comme ça, mais en réalité, c'est des choix concrets et conscients que j'ai fait. Je vais pas aller faire un after-work tous les soirs à boire un verre avec des gens qui en réalité m'intéressent pas plus que ça. Donc peut-être que j'ai moins de relations sociales que la plupart des gens, mais par contre, quand j'en ai, c'est des personnes qui m'inspirent, qui m'élèvent, qui me rendent meilleur, avec qui j'ai des conversations absolument passionnantes et dont je vois pas le temps passer, tu vois. Et donc voilà, et donc au final, c'est juste une façon différente de mettre de la conscience dans tes actions du quotidien et puis de les choisir. Et cette notion de choix, elle est intimement liée avec cette capacité à faire prévaloir ta raison sur tes pulsions. Ouais, tu seras toujours le reflet des 5 personnes que tu côtoies le plus, donc faut aussi bien choisir. Et dans ces 5 personnes, tu vois, il y a potentiellement les podcasts que tu écoutes, les réseaux sociaux, les infos à la télé, etc. Tu vois, on a tendance à penser aux 5 personnes en oubliant toutes les autres sources d'influence qu'il y a autour de nous et qui sont omniprésentes dans cette infobésité. Mmh. Ouais, et qui aussi, on parlait avant du stress chronique, mais qui peuvent alimenter ces mécanismes-là aussi. Exact. Très bien, alors j'aimerais qu'on fasse une petite conclusion, un petit résumé avant qu'on clôture. Si tu pouvais me donner 3 choses fondamentales à regarder quand tu vas acheter de la viande rouge, typiquement. La première, déjà qu'elle soit 100% nourrie à l'herbe, c'est-à-dire en tout cas sans maïs et sans soja. Donc ça, à mon avis, c'est vraiment le critère déterminant. Et je pense que c'est le seul qui est réellement important parce que tout le reste dépend de ça. Donc en fait, il n'y a qu'une seule chose. Ouais, donc c'est vraiment ça. Et pas forcément les méthodes d'élevage. Enfin, après, c'est plus pointu, on va dire. Ouais. Non, mais c'est directement lié. En fait, si tu as une alimentation en l'herbe, ça implique tout un tas de choses parce que tu as l'obligation que tes animaux soient en liberté parce qu'ils ne doivent pâturer et manger de l'herbe. Tu as forcément ce truc de prairie rotatif parce que les herbes elles doivent se régénérer. Tu as naturellement des haies autour parce que c'est comme ça que sont parcelés les trucs. Enfin, je veux dire, tout le reste est sous-tendu par ça. Même sur la qualité, le soin qui est porté aux animaux, etc. Enfin, tout découle de ça. Je veux dire, tu peux pas avoir un élevage à l'herbe industriel. C'est juste pas possible. Ouais, donc tu te passes de toute façon par ça pour aller en cascade sur tout le reste. Ouais. Et de l'autre côté, tu peux pas avoir un élevage conventionnel vertueux. Donc, tu vois, la pratique d'élevage détermine, en fait, la conséquence de cette alimentation à l'herbe fonde la valeur nutritionnelle, la valeur environnementale et le bien-être animal. Ouais, donc tout part de là, en fait. Exactement. Voilà. Après, la difficulté, c'est justement de trouver du bœuf qui est réellement nourri à l'herbe. Et ça, aujourd'hui, comme je le disais, il n'y a pas vraiment de label. Aux États-Unis, il commence à y en avoir. Mais en France, je ne sais pas en Suisse, mais en tout cas en France, il n'y a pas vraiment de label qui le garantissent réellement, quoi. Ouais, il faut peut-être plus aller à la rencontre des producteurs et puis parler directement avec. Je sais que souvent, ils te font des cartons de viande où ils peuvent te le faire. Hein. Ça, c'est franchement, si tu peux acheter en direct producteur, que tu sais d'où ta viande vient, etc., c'est parfait. La seule problématique, c'est que si tu habites en ville, etc., ou que tu n'as pas le temps, il y a quand même peu de personnes qui le font. Mais moi, avant de lancer Féroce, si tu veux, c'est marrant parce que dans mon histoire, j'ai eu un moment où justement j'ai eu cette prise de conscience vis-à-vis de la viande et le fait de ne pas trouver des filières de qualité m'a poussé à devenir un peu végétarien. Je me suis rendu compte que c'était un désastre sur le plan digestif et puis de mon énergie. Donc j'ai arrêté, mais j'ai cherché des alternatives justement pour
réconcilier mon éthique à la fois mon éthique et mes convictions nutritionnelles, et en même temps mon besoin de manger de la viande. Alors je me suis dit peut-être que ça pourrait être la chasse, parce que je me dis bah voilà, l'animal il a vécu toute sa vie en pleine nature, etc. Et puis et voilà, il a été heureux entre guillemets. Donc, sauf que va trouver des filières de chasseurs, et en plus même dans les filières de chasse, t'as des chasseurs qui sont plus ou moins respectueux de la nature. Enfin voilà, donc ça allait pas très bien non plus. Et voilà, et donc la conclusion de tout ça, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai trouvé mes propres éleveurs qui me fournissaient de la viande pour moi à titre personnel, hein, que j'ai été rencontrer et tout, mais ça a pris un travail de sourcing, un temps, etc. Important. J'étais prêt à le faire, j'avais envie de le faire parce que pour moi c'était hyper important, mais c'est vraiment quelque chose qui n'a pas été facile. Et d'ailleurs, ces éleveurs ont été les premiers qui m'ont aidé à concevoir mon haché féroce. Quand j'ai eu mon idée, je les ai appelés, je leur ai dit est-ce que vous pensez que c'est possible, etc. Et puis c'est eux qui m'ont mis en contact avec l'atelier de transformation qui s'occupait de la découpe de leurs bêtes, etc. Et puis de fil en aiguille, c'est grâce à eux que j'ai réussi à rentrer dans ce monde que je connaissais pas du tout, tu vois. Voilà, parce que moi-même j'étais consommateur à titre personnel et particulier. Donc bref, tout ça pour dire que je te rejoins. En Suisse, je sais pas, mais en France, il y a aussi un site qui s'appelle Pour de Bon, justement, qui permet d'acheter en direct producteur, qui peut être pas mal. Moi, j'encourage les auditeurs justement à essayer de consommer un peu mieux. On mettra tous les liens aussi en description. Donc Féroce, on mettra aussi le lien de Limitless pour le podcast. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à prendre aussi. On peut clôturer là-dessus, donc je vous encourage aussi à vous abonner, à nous mettre un like ou même un commentaire pour rajouter des éléments ou nous proposer des sujets. Merci de t'être déplacé, David. Merci pour toutes tes connaissances que tu as pu transmettre aujourd'hui. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir bientôt. Grand plaisir, merci à toi pour l'invitation, bravo pour ce que vous faites ici, et puis avec grand plaisir pour continuer à échanger et puis peut-être collaborer sur la commercialisation des produits féroces en Suisse par l'intermédiaire de ta marque. Ouais, c'est tout ce que je nous souhaite. Super. Merci, à plus. Merci à toi. Ciao, ciao.